Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce 7e numéro du 14h42 après quelques semaines de latence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas du tout sexy, mais alors franchement pas du tout sexy, c'est la neutralité de l'Internet. Et en fait, là, il y a Havas qui vient de lancer, donc Havas, le site de pétition, qui vient de lancer une pétition qui a franchi en l'espace de 24 ou 48 heures le million de signatures et qui parle d'Internet apocalypse, une apocalypse de l'Internet. Alors l'argument d'Havas, c'est de dire que le 1% des gens les plus riches sont en train de mettre la main sur Internet pour mettre en avant leur contenu à eux, ce qu'ils contrôlent eux, et que donc les 99% restants, dont Havas, eh ben ça va être plus lent d'accéder à leur contenu, et que à terme, les vidéos que par exemple montre Havas sur les Syriens, eh ben ce sera plus lent de les regarder que des vidéos de CNN ou des vidéos sur YouTube. Et donc il parle d'Internet apocalypse. Alors aujourd'hui, pour en parler avec nous, deux invités, Laure de la Rodière, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Emmanuel Torregano, d'Electronic.info. Alors, d'où ça vient cette histoire de neutralité de l'Internet ? Laure de la Rodière, vous êtes député UMP, vous avez rendu un rapport il y a 2 ans, une proposition de loi, il y a 3 ans, une proposition de loi l'année dernière sur la neutralité de l'Internet. D'où ça vient ce concept ? Parce que je crois que c'est apparu en 2003, un universitaire TeamView qui disait que, imaginez une autoroute, est-ce qu'on imagine que sur une autoroute, on mettrait une voie séparée pour uniquement les voitures General Motors et que ceux qui ont des Pontiac, des Peugeot ou des Renault n'ont pas le droit d'y aller? Donc, il disait que la neutralité de l'Internet, c'est ça. C'est sur des infrastructures publiques, ben, il faut que tout le monde puisse passer sans qu'il y ait des gens qui aient des passe-droits. Est-ce que c'est un petit peu résumé? Vous l'avez très bien résumé. Vous l'avez très bien résumé, mais ce qui est intéressant, c'est quels sont les enjeux en fait, qui sont derrière la neutralité d'Internet. Internet, aujourd'hui, a transformé nos sociétés. Et Internet est un formidable vecteur de la liberté d'expression et la liberté d'entreprendre. Et en fait, derrière la notion de neutralité d'Internet, il y a une notion de protection de l'Internet tel qu'il doit rester, tel qu'il existait, je peux dire, parce que est-ce qu'on peut encore, et on pourra en débattre, aujourd'hui parler d'un Internet complètement neutre, mais l'idée, c'est que chaque contenu sur Internet doit être véhiculé de la même façon, de façon non discriminatoire. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas y avoir des enjeux financiers avec des gens qui payent, par exemple, des opérateurs ou des gens qui payent des acteurs de l'Internet pour que leur trafic soit véhiculé de façon plus rapidement. Ça, c'est des enjeux extrêmement importants. Ce qu'on a vu récemment avec le nouvel abonnement, la nouvelle offre de SFR, qui dit que c'est SFR avec YouTube illimité. Pas Dailymotion, pas Vimeo, non, c'est uniquement YouTube. Voilà, donc, il va favoriser nécessairement YouTube par rapport à n'importe quelle autre plateforme. Et ça ne me paraît pas sain d'un point de vue fonctionnement de notre société, en fait. Quand vous êtes détenteur d'une infrastructure qui innerve profondément à la fois l'économie, mais pas que l'économie, la société, les relations entre les gens, la promotion de nouveaux savoirs, il faut qu'il y ait des règles de jeu qui fait qu'il y ait une équité entre les différents acteurs pour promouvoir toutes ces nouvelles idées. Alors, Emmanuel Torregano, donc rédacteur en chef de Electronic.info, l'année dernière, ou il y a quelques mois, dans un tweet, vous avez écrit « La nette neutralité revendiquée par les pères fondateurs est une parole de soumission ordonnée à tous, sauf aux maîtres ». Wow. Tout à fait, ça devait être quelque chose comme ça. Et ça veut dire quoi? Je n'ai pas tout à fait compris. Alors, il y a 2 éléments qui sont intéressants dans ça. La première, comme l'a souligné Laure, il y a un enjeu démocratique évident dans la nette neutralité, qui est une réponse à donner à, grosso modo, le contenu, c'est-à-dire quelle parole va sur Internet et comment est-ce qu'elle est véhiculée. Celle-ci, c'est en effet un enjeu très important. Est-ce que ça doit être, c'est-à-dire est-ce qu'on doit avoir une spécificité légale qui s'applique au réseau des réseaux parce qu'on serait dans un environnement différent du reste de la société? Il n'y a pas vraiment de raison. Grosso modo, aujourd'hui, Internet, et c'est ce qu'a... Je reviendrai à la phrase après, ne vous inquiétez pas. Grosso modo, ce que le jugement dernièrement de la Cour de justice américaine, je ne sais plus exactement laquelle, a montré... aux États-Unis, qui a tranché, Verizon avait porté plainte, parce qu'il y avait l'équivalent de l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms, qui avait donné en effet des éléments... qui avait consacré la neutralité. Et ils sont revenus en arrière. Et ils ont dit que c'était anticonstitutionnel. Alors oui, bon, bref, sans rentrer dans le détail de ce jugement, il y a un problème de classification. Est-ce qu'un opérateur de télécom doit ou non, en effet, faire partie de cette catégorie-là? Ce qui était intéressant, je trouvais, dans ce jugement, c'est que la Cour d'appel revenait sur des principes assez simples, qui sont des principes de responsabilité et, en gros, d'autorité de la concurrence. C'est-à-dire, on gère la concurrence entre différents éléments commerciaux. Et ça... c'est le droit qui s'applique sur Internet quand vous parlez d'opérateurs. Les opérateurs, entre eux, ils sont dans un rapport qui est un rapport d'autorité de la concurrence, qui est un rapport économique, qui est assez simple.
Ensuite, le fait qu'on puisse véhiculer un message qui soit important pour la liberté d'expression et toutes ces choses-là, ça c'est, à mon avis, totalement autre chose. C'est un autre champ. Donc ce que je voulais dire par là, dans ce tweet, c'est qu'on est dans le rapport de libre concurrence entre les opérateurs et donc de réglementation. Or, le problème de la net neutralité tel qu'il a été apporté par les pères fondateurs, c'est que grosso modo, il fonctionne comme, et d'ailleurs ça a été relativement souvent souligné, ça fonctionne comme une sorte de bulldozer qui impose le fait que quelques acteurs, qui comme par hasard sont à peu près la plupart du temps américains, vont avoir les coups des franches pour envahir le reste du monde au nom du fait qu'on doit forcément les porter, parce qu'ils sont, même s'ils sont les plus importants, genre Google, YouTube ou toutes ces choses-là, on doit forcément les porter par les opérateurs qui sont dans différents pays. On va leur donner ce qu'il faut pour qu'ils soient présents de façon totalement légitime, ce qui va, d'un point de vue économique, ravager littéralement les autres territoires. Par exemple, vous regardez en France, on n'a jamais pu avoir un opérateur qui vienne concurrencer Google, YouTube, même Dailymotion fait 10 fois moins. Enfin, c'est ridicule. On n'a jamais pu porter finalement les coûts de la concurrence parce qu'on ne peut pas jouer le rôle du protectionnisme. Je sais, c'est horrible, mais malheureusement, dans un système de développement économique sensé, on devrait pouvoir ériger quelques règles qui puissent être notamment celles du protectionnisme dit, j'aime pas le mot national, moi je préférerais que ça soit européen. Je suis pas très monde-bourgeois sur ce côté-là. Mais grosso modo, on devrait pouvoir en effet refuser cet état de fait qui est un état de fait quasiment impérialiste, il faut bien le dire, la net neutralité jusqu'à présent. C'était Reagan qui, en réponse à votre tweet, avait résumé votre tweet en disant la neutralité de l'Internet, c'est un outil au service de l'impérialisme américain. Totalement. On est dans un outil qui est un outil économiquement, qui est de l'impérialisme. Très précisément, avec tout ce qu'il faut pour le faire. Mais alors, vous allez me dire, mais il est fou ce type. Non, c'est une tradition américaine. Ça fait 70 ans que, à chaque fois qu'il y a des règles économiques à mettre en place dans le monde entier, les Américains et aussi en partie les Anglais se partagent les règles pour être sûrs de pouvoir le dominer. Et c'est ce qui se passe à nouveau avec la net neutralité telle qu'elle est édifiée dans les rapports économiques. Encore une fois, c'est une dimension sur laquelle, normalement, elle ne devrait pas particulièrement s'appliquer. Ça doit être réglementé par l'économie, ou par les règles de la libre concurrence. C'est ça qui devrait être mis en place. Fleur Pellerin qui disait « Internet est un bien commun qui ne doit pas être accaparé par quelques intérêts privés, mais ouverture ne veut pas dire naïveté. Je ne suis pas dupe de l'instrumentalisation de ce débat par certains géants de l'Internet et leur stratégie de passagers clandestins. » Mais je suis d'accord. Mais je ne suis pas forcément... Peut-être que c'est juste une... Et je serais ravie d'ailleurs que ce soit l'occasion de ce débat, qu'on puisse éclaircir les choses. C'est juste une précision entre votre pensée et la mienne. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord aussi qu'il ne faut pas qu'on soit naïf vis-à-vis de l'action de Google, de Facebook, d'Apple et tous les géants américains. Et je pense qu'on a matière en Europe à construire une ambition numérique. Mais pour autant, sur les réseaux, il ne faut pas qu'on mette un privilège à certains trafics plutôt qu'à d'autres. En revanche, ce qu'on avait proposé dans notre rapport avec Corinne Erel, c'était d'équilibrer les choses. C'est-à-dire que ceux qui viennent en passagers clandestins, comme vous le dites, on ait une réglementation... Oui, comme dit Fleur Pellerin, on ait une réglementation qui permette de mettre en fait une tarification sur le flux à l'entrée de l'Europe. Ah, donc vous êtes pour le protectionnisme alors? Non, j'étais pour une régulation, puisque les flux sont asymétriques aujourd'hui, donc une régulation des flux, comme on l'a eu en son temps. Pour expliquer concrètement ce que c'est que... Oui, mais c'est pas forcément du protectionnisme. Free le soir. C'est pas du protectionnisme. Le soir, Free, c'est difficile de regarder YouTube, et ce qu'explique Free, c'est pas qu'il discrimine YouTube, c'est qu'il y a trop de monde qui veut regarder YouTube en même temps le soir, et il dit, allez sur Dailymotion, parce que là, il y a moins de monde qui regarde Dailymotion, donc vous aurez de la bonne bande passante, vous aurez un bon accès à YouTube. Par contre, Free le soir, c'est pas la peine, il y a trop de monde, c'est un bouchon. Et donc Free a engagé un bras de fer avec Google jusqu'à censurer les publicités de Google pendant quelques temps pour pousser Google à payer. Et Google en face dit, c'est pas à moi de payer, c'est à vous, l'opérateur de télécommunications, de payer. Je pense que ce débat doit être porté au niveau européen, parce que les flux qui nous viennent de Google à l'entrée de l'Europe sont très importants, beaucoup plus important que les flux qu'on envoie aux États-Unis. Et donc, ce rapport, en fait, et cet équilibre coûte de l'argent à nos opérateurs. Et donc, bien sûr, il faut leur amener des rémunérations sur ce sujet-là. Mais la neutralité d'Internet est un autre sujet. C'est dépendant. C'est-à-dire, autant il faut réguler
ces systèmes de flux en termes de débit, c'est pour ça que ce n'est pas du protectionnisme, c'est que je ne vais pas arrêter les flux au niveau de l'Europe. Stop, montrez-moi votre passeport, mais simplement parce que ce système s'appliquerait aussi pour les sociétés françaises qui envoient plus de flux aux États-Unis qu'elle n'en reçoit typiquement. Donc c'est pas particulièrement protectionniste, mais ça permet de financer nos infrastructures de réseau tout en maintenant cette neutralité, c'est-à-dire ce qui est la garantie quand même de la liberté d'expression et la liberté d'entreprendre. C'est extrêmement important qu'on ait des flux qui sont non discriminés et que les opérateurs en France ne décident pas, parce qu'ils ont un accord commercial avec tel acteur ou tel géant Internet qui soit français, bulgare, belge ou américain, d'avoir des flux privilégiés sur leur réseau. C'était Orange qui expliquait qu'il y avait 13 fois plus de trafic vers Google, enfin dans les échanges entre Google et Orange. Et donc Orange a réussi à avoir un accord avec Google pour que Google paye une partie de la bande passante. Et il y a eu une décision en décembre dernier, ou en janvier, je crois, où le tribunal à Paris a donné quitus à Orange de faire payer Cogent pour qu'il y ait des accords comme ça financiers. J'appelle pas ça du protectionnisme. J'appelle simplement quand vous avez des déséquilibres de négociation entre les acteurs, parce que vous avez des très gros d'un côté et des plus petits, quelquefois, il faut soit l'autorité de la concurrence, soit une loi, qu'elle soit au niveau européen ou une française, qui remettent à plat les choses pour équilibrer le marché. Vous appelez ça protectionnisme, moi j'appelle ça simplement ce qu'on a fait depuis tout temps dans les relations entre grands distributeurs et puis petits fournisseurs en France. Et ben, il y a la même chose à faire au niveau de l'Internet aujourd'hui. Je vois pas en quoi c'est protectionnisme, mais bon. L'important, c'est si on partage cet avis, c'est déjà bien. Pour en revenir à la question que je posais à la base, la question que pose Havas, vous en pensez quoi? Est-ce que réellement, on s'achemine vers un monde, ils appellent ça l'apocalypse, où les 99% de la population qui ne sont pas les plus riches seront discriminés, n'auront pas le même droit à la liberté d'expression ou accès au savoir? Ou est-ce que ça vous semble une lubie? Pour moi, aujourd'hui, dans l'état des faits, je dirais les choses sont beaucoup plus démocratiques qu'elles n'étaient avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont accès au savoir et qui ont la capacité de s'exprimer sur Internet que ça l'était avant. Donc je veux bien qu'il y ait une vision apocalyptique, je ne sais pas à quelle échéance, mais aujourd'hui en tout cas, l'état de fait, c'est que grâce à Internet, il y a beaucoup plus de gens qui sont capables de s'exprimer. C'est ce que vous écrivez dans votre rapport, c'était l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce la libre communication des pensées et des opinions. Quel support aujourd'hui respecte mieux ces principes qu'Internet? Mais c'est clair. C'est la consécration de la liberté d'expression. Alors peut-être que les choses sont peut-être en train de légèrement se déformer, qu'il y a des études qui sont en cours. Aujourd'hui, objectivement, monter un blog, à partir du moment où on a un minimum de formation, on monte un blog. Si on a des choses à dire et qu'il y a un écho dans la population, il va y avoir rapidement une audience. Voilà. Est-ce que vous pensez que les projets qu'on voit, cet accord, SFR YouTube, le fait qu'effectivement on commence à voir ce qu'a décidé la Cour d'appel aux États-Unis, qui autorise Verizon à décider de discriminer certains trafics pour mettre en avant certains contenus quand c'est payé, est-ce que vous pensez que ça peut avoir des effets négatifs? Le jugement, pour moi, c'est un tribunal, puisque la FCC, donc, qui est l'autorité de régulation américaine, a fait appel. Donc il y a un projet de loi qui a été déposé hier aux États-Unis pour consacrer la neutralité. Et je pense que ça va amener un débat exactement au sein du Parlement américain sur la neutralité d'Internet. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient ce débat aussi aux États-Unis. C'est pas parce qu'il y a eu un jugement d'un tribunal que les débats sont clos. C'est quelquefois à partir d'un jugement dans un tribunal que ça ouvre le débat au Parlement, parce qu'on se dit là, on n'est pas d'accord avec ce qui a été décidé par la justice pour l'avenir de notre société. Donc pour moi, les offres de SFR ou ce qui se passe, ce qui s'est passé aux États-Unis avec le jugement du tribunal peut clairement rouvrir ce débat sur la neutralité d'Internet. Je le souhaite. Je souhaite que ça soit porté au niveau européen, que ça soit inscrit comme ça devait l'être à un moment donné dans le futur règlement européen des télécoms. Et je veux aussi qu'on porte ce sujet-là sur les plateformes de services, donc sur Google, sur Facebook, sur la neutralité, qui doit aussi s'appliquer sur ces plateformes de services. Alors peut-être avec des décisions qui seront prises par
le commissaire en charge de la concurrence dans le conflit qu'ils ont actuellement, enfin le conflit, c'est pas encore un conflit puisque c'est pas porté devant les tribunaux, mais dans les débats qu'ils ont avec Google sur l'abus de position dominante. C'est extrêmement important qu'on puisse avoir au niveau européen des décisions qui montrent que Google, sur certains secteurs, est en abus de position dominante. C'est extrêmement important pour notre liberté d'entreprendre, pour le fonctionnement d'Internet, pour nos économies demain. Et Emmanuel Torregano, est-ce que vous comprenez les gens qui signent cette pétition ou le sens de cette pétition? Pas tout à fait. Alors, pour deux raisons. D'abord, pour reprendre l'image que vous aviez utilisée au début du débat, les scooters sont interdits sur les autoroutes. Donc, il y a un moment où la complexité des choses fait que on finit en effet toujours, je sais bien, c'est terrible, c'est dramatique, mais en gros, c'est la fin du stade de l'immaturité ou de la jeunesse d'Internet. On va finir par complexifier les choses, c'est obligatoire. Oui, mais sur l'autoroute, en scooter, on peut mourir. C'est interdit. En regardant une vidéo sur YouTube ou sur Vimeo, on risque pas de mourir. Je reprenais l'analogie, hein, moi c'est tout. Oui, mais c'est par rapport à la sécurité routière. L'analogie n'est pas bonne alors. Bon, alors, donc, dans cette histoire, en gros, vous avez une complexité du monde qui est en train de se faire petit à petit. C'est logique. Je suis d'accord, c'est terrible que SFR propose systématiquement, aujourd'hui dans ses forfaits, de favoriser YouTube. En revanche, si vous êtes abonné Free, je suis abonné Free, vous avez systématiquement, tous les soirs, YouTube défavorisé sur l'ensemble du rapport Free. Est-ce que ça veut dire que Dailymotion est favorisé ? Non, pas vraiment. C'est juste que, ce qu'on disait tout à l'heure, le rapport commercial entre Google et Free n'est pas suffisamment abouti pour que Google accepte de mettre un peu d'argent pour amener un tuyau un peu plus gros chez Free pour que ça marche mieux. Qui est une sorte de protectionnisme, pour revenir sur la définition que donnait Laure tout à l'heure, parce que finalement Google va payer un peu plus, ce qu'ils ont accepté de faire avec Orange notamment, et ce qu'ils ont fait je crois avec SFR aussi. Ils acceptent de payer un petit peu plus que ce qu'ils font normalement dans le reste du monde. C'est pas totalement innocent ce genre de choses. Bon, après, on en revient à cette frontière qui est assez compliquée et pas simple, qui est une espèce de frontière entre le matériel et l'immatériel, qui est rapport entre la liberté d'expression, c'est-à-dire ce que dénonce Havas, et de l'autre côté, le simple fait technique, c'est-à-dire est-ce que mon message de bit de 0 et de 1, il va arriver, en partant là, il va arriver là-bas. Donc là, on est dans le vrai problème philosophique du truc, c'est-à-dire est-ce que réellement la liberté d'expression est totalement liée et à quel moment et comment au rapport technologique que le réseau entretient avec elle. Ça, vous voyez, c'est un peu l'âme et le corps, cette histoire-là. Moi, là-dessus, j'ai une position de principe, En essayant de comprendre un peu ce que ça veut dire, j'y crois pas vraiment. Je suis assez d'accord avec ce que disait Laure tout à l'heure. Si un message doit avoir du retentissement dans la société, il passera par le véhicule, le moyen ou le vecteur qui lui permettra d'émerger. Est-ce que c'est Internet ou pas? Et là, je pose la question de cet ensemble, de cette manière-là. C'est possible. Je ne suis pas certain. Est-ce que ça doit passer par un blog ou est-ce que ça doit passer un jour par une radio régionale ou un truc comme ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas la question. Je n'ai pas la réponse, pardon. Pourquoi? Parce que je ne lis pas la liberté d'expression uniquement avec la nature même du réseau. Ça me paraît être contradictoire et pas particulièrement... Comment ça, contradictoire? Parce que vous ne pouvez pas dire que Internet est dépositeur de la liberté d'expression. Ça fonctionne Internet, pas. tout le monde peut s'exprimer. C'est pas la à la radio, tout le monde ne peut pas s'exprimer à la radio. C'est pas la même question. Que tout le monde puisse avoir accès au chapitre, que tout le monde puisse avoir sa voix quelque part, n'a rien à voir avec la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la possibilité qu'un message qui soit contradictoire avec telle ou telle forme de répression ou de censure puisse passer. C'est ça la liberté d'expression. C'est l'affranchissement de la liberté. C'est pas le fait que tout le monde puisse parler. C'est un débat qui est, je vous dis, c'est assez compliqué parce que c'est pas la même chose. Si moi je veux mettre en ligne les ébats de mon fils en vidéo et que je trouve que c'est vraiment dégueulasse que je puisse pas le faire, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. C'est pas ça la question de la liberté d'expression. Donc il faut bien avoir quelque chose voir la question de façon suffisamment large pour comprendre ce qu'elle entretient, cette question-là. Or, le web, le réseau, la liberté du net, la liberté du web, la neutralité des réseaux, parce que c'est différentes questions à chaque fois, sont pour moi, et j'en reste là-dessus, une question purement économique.
Alors, vous l'avez écrit dans un article qui s'appelle « Vers une victoire du vieux droit d'auteur » en octobre 2010, où vous racontiez que grosso modo, le droit d'auteur, en fait, il a gagné sur Internet, parce que qui est-ce qui se fait de l'argent? Il est en train de gagner sur Internet. Qui est-ce qui se fait de l'argent aujourd'hui là-dessus? C'est Apple, Google, Microsoft, Amazon, Deezer, Spotify, Time Warner, Vivendi, Dailymotion, Bertelsmann, TF1. Les mastodontes ont choisi leur camp, et dans le camp d'en face, on tremble de voir quel sera leur poids lorsqu'il s'agira de définir les contours du réseau de demain. Et votre conclusion, n'est-ce pas la finalité des discussions qui débutent sur la neutralité d'Internet? Tout à fait. Grosso modo, voilà, ceux qui font de l'argent, c'est grâce au droit d'auteur, ils sont en train de prendre le contrôle économique du réseau. C'est le TGV. C'est-à-dire, si on continue l'analogie qui n'était pas très très bonne, grosso modo, aujourd'hui, le maillage du transport des éléments sur Internet, j'appelle ça éléments parce que ça peut être plein de choses, ça peut être des applications, ça peut être des pages web, ça peut être n'importe quoi, est en train de se structurer économiquement selon les intérêts de chacun. Alors, il y a une question démocratique, je suis d'accord, mais elle est en train de se structurer. Alors après, on veut qu'on aille contre, en se disant non, c'est pas possible. On va pas aller contre le vent. Vous voyez, il y a un moment où ça ne fonctionne pas. Mais ça, c'est un état de fait. Encore une fois, on est en dehors de la question qu'on me posait tout à l'heure, qui était celle de la liberté d'expression et la net neutralité. Vous allez encore plus loin dans un autre article, là, qui est signé Isabelle Tchepansky, qui là, date de 2012. Cette difficulté à transformer en principe juridique ce concept à tiroir, donc la neutralité d'Internet, n'est pas très étonnante tant il est évident que le web est avant tout une histoire d'intérêt économique, bien plus qu'une affaire de droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça n'existe plus, c'est qu'une affaire de business. Ah non, ça n'a rien à voir. Non. Ah non, ça n'a rien à voir. Je suis désolée, je ne comprends pas forcément bien le débat. Il y a bien sûr un volet économique de l'Internet, bien évidemment, c'est des enjeux économiques considérables. Mais à côté de ça, il y a énormément de développement d'applications, d'échanges, même de fonctionnement de l'Internet qui n'est pas du tout du ressort économique et qui est aussi important, je ne sais pas si c'est aussi, je ne veux pas les doser, mais qui est fondamental aussi pour notre société et qui est un énorme changement dans notre société. Donc, moi, je veux dire que n'importe qui puisse mettre son blog pour pas grand-chose sur Internet, même si c'est pour mettre que... alors, c'est peut-être plus de la liberté de communication que de la liberté d'expression, mais il y a un moment où les deux se rejoignent. C'est quand vous avez une facilité pour communiquer, la promotion de nouvelles idées, la promotion d'innovation, la confrontation des points de vue est beaucoup plus facile qu'avant. Donc ça veut dire que les échanges, les communications, le fait de se renseigner, tout ça c'est plus facile. Vous avez une population qui progresse parce qu'elle a accès à plus de savoir, il y a une société qui fonctionne différemment et cette partie-là n'est pas dans la sphère économique d'Internet. Où elle peut le côtoyer, bien sûr. Et il y a bien sûr une grande partie d'Internet. Enfin, les deux enjeux sont majeurs pour moi. Elle est encore plus loin. Et la neutralité, ça doit être un fondement pour l'ensemble. TeamView allait encore plus loin dans son article en 2003. Il expliquait que si effectivement on attente à la neutralité d'Internet en permettant à des gros acteurs économiques de s'arroger des parts de tuyaux, qu'est-ce qui va se passer après? Il va se passer qu'ils vont dépenser beaucoup plus d'argent à négocier des accords commerciaux avec des batteries d'avocats qu'à financer l'innovation et donc le développement des réseaux ou des nouvelles créations de modèles économiques ou d'entreprises. Et qu'en fait ça pouvait se retourner contre la capacité de ce secteur économique à évoluer. D'où l'importance de, effectivement, consacrer la neutralité d'Internet. Ouais, moi, là-dessus, j'ai toujours les mêmes difficultés à comprendre quel est le rapport. Je vous parlais tout à l'heure du rapport matériel-immatériel. Pour moi, il est toujours au centre de cette question-là. C'est-à-dire qu'en effet, les pères fondateurs ont toujours l'impression que c'est à travers la technique C'est qui les pères fondateurs? TeamView, Vincent Cerf, tous ces gens-là. On a toujours l'impression qu'ils voient à travers le développement technique du réseau une sorte de moteur, un peu à la métaphysique d'Aristote, vous voyez, le moteur du moteur, si vous connaissez la notion, et qui permet finalement de faire progresser tout le reste derrière. C'est-à-dire que si on n'a pas cette espèce de moteur technologique qui fonctionnerait avec cette essence merveilleuse qui est la neutralité, on n'a pas le reste qui en découle derrière. Et ça, je crois que c'est hyper dangereux. Pour moi, c'est l'essentialisation de ce qui n'existe pas. C'est nier l'ensemble de
tous les autres rapports qui sont en train de se faire sur Internet, dont je parlais justement sur la prise de pouvoir du droit d'auteur, mais il y en a d'autres. Il y avait un article qui s'appelait Les Trois Sœurs, qui était très intéressant sur le fait que Google, Apple, Facebook sont des boîtes qui viennent moissonner littéralement le reste du monde pour faire de l'argent avec et ne payent pas d'impôts. Je rappelle, hein, Google fait des bénéfices parce que sur 65% de leurs recettes dans le reste hors des États-Unis, ils ne payent pas d'impôts sur le revenu. C'est aussi con que ça. Et donc, il y a cet état de fait qui est en train de se faire. Et de l'autre côté, on parle du sexe des anges, grosso modo. C'est à peu près ça, pour moi, le rapport qu'on a. Parce que pour moi, ça énerve les deux. Mais si vous voulez, on ne parle pas que du sexe des anges, on parle aussi de la fiscalité oui, mais encore une fois... C'est-à-dire que l'histoire de l'optimisation fiscale de Google, on le voit aussi dans d'autres domaines comme Starbucks, vous l'avez vu en Angleterre, ça a fait un scandale. Et donc, en fait, c'est parce que nos procédures fiscales datent d'avant la guerre, à l'OCDE, et tous les mécanismes... avant que l'économie soit mondialisée... Il y a eu plein d'autres accords qui ont été faits qui permettent de faire le fameux sandwich hollandais et tout ça. Non, mais les accords... Tous les ans, il y avait des accords avec des paradis fiscaux. Ce que je veux dire, c'est le fondement des procédures fiscales et permettant cette évasion fiscale que pratiquent tous les grands groupes. Alors, les grands groupes d'Internet... Français y compris. Français y compris, tous. Alors, naturellement, les Français, ils ont aussi des assises en France un peu partout, plus que Google d'ailleurs aux États-Unis. Parce Total, que on a pratiquement Google met son asset, c'est-à-dire son moteur de recherche dans un paradis fiscal. Et donc, même les États-Unis ne récupèrent pas beaucoup de recettes fiscales de Google, beaucoup moins qu'ils pourraient espérer en récupérer. En Europe, on n'en récupère pas du tout, quasiment pas. Donc c'est sûr qu'il faut se battre, mais là ce débat-là il est initialisé à l'OCDE et il faut que tous les pays du monde mettent la pression pour qu'on puisse chacun changer le fonctionnement des règles fiscales pour que les grands groupes payent leur écho en matière de fiscalité là où sont faits les bénéfices de chacun des groupes. C'est un autre enjeu, la neutralité d'Internet. Non, c'est pas totalement un autre enjeu, parce que pendant qu'on discute de la net neutralité ou qu'on veuille en faire des grands principes, ce qui, à mon avis, n'est pas forcément une erreur, mais peut-être plus une sorte de perte de temps, parce que, entre-temps, eux, ils progressent en effet. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est le bouclier et l'épée. C'est très intéressant, la net neutralité, quand on envoyait tous des mails et qu'on avait du web à peu près. Ça s'arrête à peu près là. Pour tout le reste, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes chez Free et que vous recevez la télévision sur un réseau qui est un réseau IP, d'une certaine manière, vous n'êtes plus du tout dans la net neutralité depuis longtemps. On est sur un système distribué de communication. Ouais. Ce que disent certains, c'est qu'en fait, tout le débat sur la neutralité de l'Internet, en fait, c'est de savoir qui est-ce qui va contrôler la télévision du futur. Vous voyez, quand vous avez Netflix aujourd'hui, qui vient discuter avec tout le monde, Laure le sait parfaitement. Netflix, donc une entreprise américaine où on peut louer des Alors j'explique le cas de de Netflix qui est assez simple. Aux États-Unis, au début, c'était un loueur de DVD par courrier, enfin de vidéos et de DVD par courrier. Il vous l'envoyait, puis vous le renvoyez. Au lieu d'aller le chercher, parce que c'est grand les États-Unis, donc c'était plus facile avec la poste. Et puis un jour, ils se sont lancés sur Internet et ils ont proposé un portail de vidéos plutôt de bas de gamme, mais bon, ça fait rien, à un prix défiant absolument toute concurrence, moins de $10. Il faut savoir qu'aux États-Unis, si vous voulez avoir un accès Internet plus le câble, c'est-à-dire la télé, vous en sortez pour $150 à peu près. C'est extrêmement cher. Si vous supprimez le câble et les chaînes du câble et que vous avez juste l'accès Internet, vous avez Netflix. Donc ça a eu évidemment un succès énorme, essentiellement économique. Et aujourd'hui, Netflix qui arrive sur des pays, sur l'Allemagne, bientôt sur la France, certainement en fin d'année, qui est présent au Danemark, en Angleterre aussi, ils veulent proposer des flux pour avoir une qualité 4K. Grosso modo. 4K, donc c'est du très haut débit, de la très haute définition. C'est 4 fois la dimension que vous avez aujourd'hui, comme son nom l'indique. Pour faire ça, ça demanderait à ce que les opérateurs, parce que là on parle d'opérateurs d'Internet, on parle de Free, de Orange, de SFR, qui ne produisent pas ces flux, qui ne gagnent pratiquement rien dessus, voire même rien du tout, à part la facture mensuelle que vous envoyez de façon réglementaire pour être abonné à leur accès, c'est tout, ils ne gagnent rien dessus. Il faudrait que finalement, ils absorbent sur leur propre coût l'ensemble de ces flux qui vont arriver. Imaginez qu'il y ait 10 millions de gens qui s'abonnent en France à Netflix et qui reçoivent du 4K. Ce sera comme Free, ce sera c'est même pire. Ça fait Free, vous avez même du mal à faire passer de la Full HD sur YouTube le soir. Là, du 4K, c'est 4 fois plus. Donc, vous pouvez enlever 4 fois moins de gens qui auront accès chez Free, par exemple, à Netflix. Et encore, je parle d'accès dans bonnes conditions, sans coupure, sans des choses comme ça, parce que c'est très énervant, évidemment.
Bah là, on fait comment? On applique... Netflix arrive, j'en parlais tout à l'heure, évidemment, cette espèce d'impérialisme américain, arrive sur son beau cheval blanc en disant, cheval blanc c'est la net neutralité, en disant, eh ben, écoutez, non, vous devez adapter ou alors prendre un CDN chez nous pour qu'on adapte... CDN. Oui, c'est-à-dire que... Content Delivery Network. Voilà. C'est les opérateurs qui permettent qui de sont entre les deux et contenu. qui permettent de moduler la bande passante. Bon, bref. Est-ce que on va faire ça sans payer de coûts supplémentaires, enfin sans que donc Netflix ne mette la main à la poche dans cette histoire? Enfin, on marcherait sur la tête. Redire, pour vous, c'est incompatible? Non, mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je propose la neutralité d'Internet parce que je pense que c'est protéger l'Internet comme bien collectif universel, mais en même temps, je propose aussi qu'il y ait mise en place au niveau européen ce qui s'appelle une terminaison d'appel data pour que ces gens qui mettent énormément de flux dans nos réseaux le payent pour ce flux et que ça ne soit pas gratuit comme ça peut l'être aujourd'hui ou faiblement payé comme c'est aujourd'hui. C'est pas c'est donnant-donnant si vous voulez mon affaire. Mais je ne suis pas prête à sacrifier la neutralité d'Internet qui est bien sûr la liberté de communication, liberté d'expression, mais aussi la liberté d'entreprendre au prix Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Netflix paierait pour... paierait ce qui s'appelle l'interconnexion avec les réseaux des opérateurs français. Paierait, donc avec un tarif qui serait régulé au niveau européen. On a beaucoup de tarifs qui... Enfin, on a des télécommunications au niveau européen qui sont un domaine ultra régulé. Le seul qui ne soit pas, c'est Internet. Moi, je dis qu'il faut que ça soit régulé au niveau européen. Voilà. Mais je le dis tout en préservant la neutralité d'Internet. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces tuyaux d'Internet, on a des pendant ce temps-là, et là, je suis d'accord avec vous. Non, mais moi, c'est pas des grands principes à la neutralité d'Internet. C'est bien détaillé. Ce que je souhaite en face, je souhaite aussi qu'il y ait des objectifs de qualité de service suffisants qui soient demandés par les autorités aux opérateurs, parce que c'est pas normal que tous les soirs à 18h, vous ayez pas la possibilité d'accéder à certains services parce que vous êtes chez Free et parce que leur interconnexion avec Google est trop faible parce qu'ils refusent d'augmenter le tuyau. Donc il faut bien sûr qu'il y ait à côté de ça une régulation en fait qui fasse que les fournisseurs d'accès aux services... Une de vos propositions, c'est de créer un observatoire pour vérifier que ça marche bien. C'est un peu un marché, ce qui s'appelle un marché biface. Aujourd'hui, en France, on a la chance en France d'avoir les accès Internet pas chers du tout pour l'ensemble des Français. Pas cher par rapport aux autres pays européens ou par rapport aux États-Unis, comme vous l'avez dit. Mais forcément, pour financer les infrastructures de réseau, les opérateurs ont moins de marge que dans les autres pays. Comme c'est un marché où il y a de l'autre côté du réseau, il y a les fournisseurs de services de contenu, il faut que ces fournisseurs de services de contenu qui, en dehors de l'Europe, aux États-Unis, ne payent pas. En Europe, ils payent parce que justement, on a un marché européen qui est sur les télécoms qui est fortement concurrentiel, bien plus concurrentiel qu'aux États-Unis. Donc il est logique qu'en Europe, ce marché qui est à deux faces soit rémunéré des deux côtés. Voilà. Et ça, n'empêche, on est quand même derrière, on peut exiger après des opérateurs d'avoir de la neutralité d'Internet et on peut exiger aussi de la Commission européenne d'être extrêmement exigeant vis-à-vis des abus de position dominante par rapport aux géants de l'Internet américains. C'est deux choses différentes, mais c'est pour ça que je me bats toujours sur la notion de neutralité d'Internet, c'est qu'il faut l'ensemble se mettre en place et je demande à la Commission européenne, bien sûr, de travailler sur ces sujets-là. C'est ce qu'expliquait Andrea Fradin, qui a fait un article sur Slate, qui a beaucoup travaillé sur la neutralité Internet. Elle expliquait que les accords de peering, donc les accords d'échange entre des gros opérateurs, se font souvent autour d'un café, autour d'une table. C'est pas du tout, il n'y a pas de cadre vraiment légal. Ça se fait à la tête du client. Et d'où le fait que Orange a réussi à négocier un contrat avec Google, alors que Free n'arrive pas à le faire. Parce que Free est plus petit en part de marché, c'est tout. Moi, je serais ravi de souscrire à la position de Laure de la Rodière, même si elle est de droite, mais... Je blague. C'est quoi ça? C'est Emmanuel Torregan. Mais moi, je suis d'accord avec vous de temps en temps, même si vous êtes de gauche. Je suis très... Enfin, bon, et donc, je serais ravi, sauf que ce qu'elle propose, qui est finalement un aménagement très personnel de la net neutralité, et je trouve ça plutôt pas mal. C'est écrit là. C'est personnel, mais c'est publié. Pourquoi c'est personnel? Parce que justement, Netflix a commencé, lui, de son côté. C'est pas si personnel, il y a beaucoup de gens qui la partagent. Qui partagent la vie de Laure. Je suis bien d'accord. Mais on devait avoir Benjamin Bayard qui finalement n'a pas pu venir, qui lui est encore plus extrémiste. Oui. C'est pas extrémiste. Lui, ce qu'il dit, Benjamin, il a une définition très simple de la neutralité. Il dit les tuyaux doivent être bêtes
parce que l'intelligence, elle est aux extrémités du réseau, l'intelligence, c'est nous. Et on ne doit pas commencer à rendre les tuyaux intelligents, parce que si on commence à rendre les tuyaux intelligents, ils vont discriminer le contenu. Et on l'a vu, il y a eu un accord entre Google et Verizon qui ont défini la neutralité d'Internet en disant on accepte de véhiculer les contenus légitimes, légaux. Donc si on commence à examiner les contenus pour discriminer qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, on le voit, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne. Ils ont commencé à filtrer Internet. Le site de la Quadrature du Net, entre autres, a été filtré. Automatiquement. Et là, ça revient sur la liberté d'expression. Et on revient sur la surveillance de l'Internet, sur la liberté d'expression. On en reparlera après. Non, mais si vous autorisez des exceptions à ça, après, vous allez avoir des demandes très fortes des populations vis-à-vis des politiques pour aller bloquer tel site, bloquer telle chose, bloquer tel contenu. Et puis après, on bloque beaucoup de choses. Et là, ça devient... Et ça, c'était une de vos propositions dans la proposition de loi, c'était d'unifier ces mesures de blocage. Direct à la liberté d'expression. C'est bien pour ça que je pense que ça ne sert à rien de parler du sexe des anges. J'y reviens. Moi, je suis quelqu'un de plutôt pragmatique. C'est pour ça que dans mes articles, c'est plutôt j'essaie de constater le fait que ça se passe comme ça. C'est pas le fait que j'y adhère personnellement. Je m'en fiche d'une certaine manière. Je le constate. De la même manière, je suis plutôt enthousiaste au discours de Laure de la Raudière. Mais quand vous voyez ce que propose ou ce qu'est en train de mettre en place Netflix aujourd'hui aux États-Unis, très clairement, eux vous expliquent qu'on attaque la net neutralité en les attaquant eux. C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que... C'est pas Netflix qui est le principal défenseur de la neutralité d'Internet. Non, mais eux, c'est toujours le même principe chez ces boîtes-là. Elles vous expliquent que si, d'une certaine manière, vous allez contre leur projet, donc de délivrer leur contenu, vous êtes quelque part fautif par rapport à la net neutralité. Ils ont toujours eu ce discours-là. Google a exactement le même à chaque fois qu'on lui demande une question sur la responsabilité des contenus qu'ils véhiculent. Ils sont toujours sur ce genre de principe. Donc, l'amalgame, en fait. Complètement. Mais ça, c'est simplement de la communication. Non, c'est pas de la communication, parce que c'est du lobbying, cette histoire-là. Oui, mais je sais bien, mais on a le droit d'être intelligent par rapport à ça et de creuser les sujets au-delà de ce que disent Google, Netflix ou les autres. Je veux dire, on se laisse pas. Enfin, en tout cas, c'est pas simplement forcément de l'amalgame d'ailleurs non plus en y revenant, parce que quelque part, c'est la position, on va dire radicale de la net neutralité, c'est celle que défendent ces gens-là, enfin que défendent ces groupes-là. C'est-à-dire se dire, moi je produis. Attendez, juste je finis là-dessus. Après, je vous laisse finir. Je produis un contenu dans ma ferme de serveurs. Ensuite, je la mets dans les câbles. J'ai acheté un gros tuyau parce que je pense que c'est le tuyau qu'il faut. En grosso modo, ça se passe à peu près comme ça. Et puis ensuite, vous vous débrouillez avec. Et aujourd'hui, moi, je suis d'accord avec ce que disait Laure tout à l'heure. On ne peut pas se contenter de ça. C'est pas possible. Parce que sinon, en effet, on se retrouve dans une position où nos opérateurs, pour lesquels ils ont fait réglementairement, et eux ensuite, on fait énormément d'efforts pour être avec un prix parmi les plus bas et des performances plutôt bonnes, ça remet en cause. Voilà, par exemple, ça remet en cause absolument l'ensemble de cet écosystème plus ou moins européen et plutôt français. Donc on ne peut pas le laisser faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on érige un peu, excusez-moi, je continue mes références philosophiques, mais j'ai l'impression d'entendre Spinoza dans cette histoire, c'est-à-dire qui propose un système du monde qui se passerait bien de Dieu, mais qui à la fin dit il y a quand même Dieu qui est nécessaire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Non, je ne crois pas. Très franchement, je ne crois pas. Est-ce que la liberté d'expression doit être défendue parce qu'on inscrira quelque part dans un texte, même un texte de grand principe à l'européenne tel qu'il voulait le faire à une époque, la net neutralité? Je ne crois pas non plus. Il n'y a pas besoin. Il y a des textes. Ce que dit Benjamin Bayard, c'est que si on commence à rendre les tuyaux entre guillemets intelligents, mais comme la vidéosurveillance intelligente, après on est comme dans Matrix. On ne sait pas s'il y a une pilule rouge ou s'il y a une pilule bleue parce que les opérateurs ont commencé à discriminer et à trafiquer le trafic, alors que normalement, pour avoir confiance dans ce qui se passe, il faut qu'on soit sûr que le tuyau soit bête. Il a juste fait transiter les paquets. Est-ce que ça vaut pour Christine Boutin? Troll. Mais parce que là, en fait, depuis le début, on parle beaucoup d'argent, on parle de Netflix, alors Netflix, Google, mais en tout cas là, il y a une campagne qui a été lancée parce qu'il y a une proposition de règlement au niveau européen qui est examinée en ce moment au Parlement, une proposition de la Commission européenne qui vise à autoriser la discrimination de trafic pour que des opérateurs puissent payer. Et en face, il y a une campagne qui s'appelle SaveTheInternet.eu qui a été lancée. C'est les associations de défenseurs des droits de l'homme qui ont lancé ça. Alors je ne sais pas si pour vous c'est le sexe des anges, mais il y a des valeurs fondamentales qui sont portées par l'essentiel de ceux qui défendent la neutralité d'Internet. Que Netflix etc. s'en servent peut-être, mais c'est pas ça qui est porté. Aujourd'hui, on a déjà des services avec une qualité de service spécifique sur nos tuyaux. Je ne vais pas l'appeler sur Internet, je vais l'appeler sur nos raccordements. Mais ils passent sur un réseau
privatifs, en fait. C'est la télévision, c'est des services comme ça. C'est des services sur IP, mais qui ne sont pas sur Internet, qui sont sur un réseau privatif des opérateurs. Donc là, moi, ça ne me gêne pas que le flux soit mis en avant. Tant que la bande passante, c'est-à-dire la partie qui reste sur le tuyau pour que Internet fonctionne, dans le cœur de réseau de l'opérateur, fonctionne correctement avec une qualité suffisante. C'est ce qu'on a voulu écrire avec Corinne Herel dans notre rapport. Donc on pourrait imaginer une différenciation de flux, non pas sur Internet, mais sur des réseaux privatifs d'opérateurs avec des nouveaux services pour faire du service à domicile pour les personnes âgées. Ce qui est le cas sur, disons, ce qu'on a chez nous, c'est le téléphone et sur la télévision. C'est le téléphone et la télévision. On pourrait en imaginer d'autres, mais à condition que sur le réseau de l'opérateur, on garde une bande passante, enfin une partie de bande passante, une partie du flux suffisante pour laisser passer le flux Internet à une qualité suffisante. Ça me paraît essentiel parce que sinon demain on ne sait pas où les innovations vont se faire. Si on autorise la différenciation de flux sur l'ensemble de la bande passante, l'ensemble du tuyau, on va dire voilà, toutes les innovations elles vont se faire sur le réseau privatif de l'opérateur. Et on influe en fait sur ce modèle économique-là plutôt que le modèle économique d'Internet. Ce que Benjamin Bayard définit en disant on va vers un Minitel 2.0, on va transformer notre Internet en une sorte de grosse boîte télé. Ce qui est très grave derrière, et ça rejoint la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire que moi je ne sais pas où est-ce que l'innovation sera la plus adéquate demain ou dans 10 ans. Est-ce que ce sera sur Internet ou est-ce que ce sera sur des réseaux privatifs? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez, l'innovation 2030, est-ce que vous savez pourquoi la proposition de loi... Il faut que les deux modèles puissent coexister. Est-ce que vous savez pourquoi la proposition de loi que vous avez portée n'a pas été débattue? Et là, Fleur Pellerin qui vient de dire, nous allons débattre, elle n'a pas dit nous allons légiférer, nous allons débattre de la neutralité d'Internet. Alors, je pense en premier lieu qu'il faut initier et réinitialiser le débat au niveau européen. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les télécoms et l'environnement d'Internet doit être régulé au niveau européen. Sinon, on risque d'handicaper des développements. On risque d'handicaper des développements en France. Donc, il ne faut pas avoir des contraintes trop fortes franco-françaises, mais il faut aussi que la France, leader sur cette réflexion-là, puisse entraîner les autres pays au niveau européen pour qu'on puisse légiférer là-dessus. Alors, si j'ai bien compris, Emmanuel Torriano, pour vous, il est urgent de ne rien faire pour ce qui est de consacrer la neutralité de l'Internet, mais il faudrait faire quoi? Pour moi, il est absolument indispensable de réglementer les éléments qui sont en gros les échanges entre les opérateurs transfrontaliers. Ça, c'est absolument obligatoire. Et la deuxième chose... J'appelle la terminaison d'appel. Voilà, la terminaison d'appel. Ça, c'est le point absolument capital. Et deuxièmement, et là, je suis assez d'accord avec ce que veut faire Fleur, même si je pense que l'habeas corpus, ce n'est pas forcément le bon véhicule parce que ce n'est pas très adapté à notre droit. Mais il faut en effet repenser qu'est-ce que c'est que cette sphère numérique d'un point de vue législatif, juridique, il faut absolument la repenser parce que sinon, on est à la merci des plus gros. On ne défend pas les petits en proposant que tout le monde soit étalé au même niveau, on les défend à partir du moment où on reconnaît leurs droits. C'est ça la vraie question. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas, et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.